Donc, merci Michel. Tu vas nous présenter un cas clinique. Et donc, le but du jeu, c'est que tout le monde participe pour arriver au bon diagnostic. Merci Michel. Donc, je remercie la commission hépato du CREG qui m'a sélectionné mon cas clinique. C'est l'histoire d'une jeune femme de 30 ans qui est née au Cameroun et qui est en France depuis septembre 2020. Moi, quand je la vois, elle est arrivée depuis 2 mois. Elle n'a pas d'antécédents familiaux et elle est enceinte de 3 mois. C'est une première grossesse, première part. Et elle m'est adressée par le gynécologue parce que dans le bilan du premier trimestre de la grossesse, il a découvert un antigène HBS positif. En fait, ce cas clinique, c'est la vraie vie, c'est-à-dire qu'elle vient prendre rendez-vous au secrétariat. Moi, je suis au secrétariat en même temps. Elle me tend les résultats. Et là, je vois antigène HBS avec les autres sérologies de la grossesse. Et puis, je tourne la feuille. Il y a une numération derrière. Et là, je m'aperçois qu'elle a un taux d'hémoglobine à 9,5 et des plaquettes à 51 000. Et là, je fais un peu gloops. Et je lui donne direct un bilan biologique et puis une échographie. Et je la revois en consultation. Et donc, en consultation, elle est en bon état général, elle a quelques nausées, elle est un peu fatiguée, mais bon, c'est mis sur le compte de la grossesse. L'examen clinique est normal. Et puis, sur le bilan que j'ai demandé en plus, on a un TP à 95%. Un bilan hépatique qui est strictement normal, des transas gamma-GT phosphatase alcaline. Et puis, j'ai demandé évidemment les marqueurs du virus de l'hépatite B. Et on a un antigène HBE qui est négatif, un anticorps anti-HBE positif et une charge virale à 24 000. L'échographie montre une hépatomégalie homogène, de type stéatosique, hyperéchogène, avec une splénomégalie à 18 cm. Donc, est-ce que déjà ça vous inspire un peu mon cas, ma petite dame là? Qu'est-ce que vous auriez demandé comme examen Corinne, oui. Alors, l'anticorps delta, le C et le HIV, je vais y aller direct, sont négatifs. « 51 000 paquets, qu'est-ce que... Il y a une grosse rate. est-ce que tu as recherché une bilharziose? Alors, avant de rechercher les étiologies, peut-être qu'on peut progresser un peu sur la conduite à tenir plutôt, parce que la bilharziose, effectivement, a été recherchée, elle est négative. Mais est-ce que tu as quantifié sur le bilan biologique l'anémie, elle est de quel type Voilà une bonne question. Alors, Alors, voilà, je lui fais donc un bilan complémentaire, et donc les sérologies C, delta et HIV sont négatives, les réticulocytes sont à 215 000, l'albumine et l'électrophorèse des protides est normale, il n'y a pas de syndrome inflammatoire, et puis comme il y a une anémie normocytaire, j'ai demandé un bilan, la ferritine est à 91, les folates vitamine B12 sont normaux, l'aptoglobine est effondrée à 0,08, et j'ai demandé aussi une électrophorèse de l'hémoglobine d'emblée, qui monte un variant delta, mais c'est pas significatif pour expliquer le tableau clinique. Alors, Thierry, tu as une idée? Je te vois là. Pardon? Oui. Tu peux prendre le micro parce que moi j'entends pas d'ici. Merci. Maintenant, peut-être apprécier son degré de fibrose hépatique éventuelle d'une manière ou d'une autre. Par quel moyen? Elle est enceinte. Hein. Elle est enceinte. J'ai pas fait attention, elle est à quel terme? Alors moi, quand je la vois, elle est à 4 mois, 4-5 mois. Mais le TP, il est normal ou pas? Oui, 95. 95% de TP. Et à l'écho, tu as une dysmorphie hépatique ou pas? Alors, il n'y a pas de dysmorphie hépatique à l'échographie. Donc, il y a un peu, moi je trouve qu'il y a un peu une discordance entre la thrombopénie, la splénomégalie, l'hépatomégalie, et puis l'absence d'insuffisance hépatocellulaire, le foie qui n'est pas dysmorphique à l'écho. Donc je suis un peu gênée pour... Tu dirais plutôt que c'était hématologique. Il y a une hémolyse. Il y a une hémolyse. Et elle est de quelle origine? Elle est africaine. Alors, elle est africaine.
Donc, Si elle est africaine et qu'il y a une thrombopénie, une splénomégalie. Non, Excuse-moi, je reviens sur l'histoire du fibroscan. oui. Bon, c'était pas admis l'élasto et le fibroscan pendant la grossesse, mais ça s'est pas modifié, ça? Il n'y a pas eu des modifications? Alors, il y a eu des modifications. C'est On autorisé a le droit de maintenant, faire Voilà. le fibroscan pendant la grossesse maintenant en Europe, sauf, alors c'est interdit aux États-Unis et au Japon, je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Mais en Europe, on a le droit de le faire pendant la grossesse. Ceci étant, pendant la grossesse, les valeurs du fibroscan se modifient à cause du flux portal qui augmente, par sans doute une compression intra-abdominale et puis peut-être des phénomènes d'angiotensine, de rénine-angiotensine comme pendant la cirrhose. Donc le fibroscan est augmenté, donc c'est compliqué à interpréter. Donc déjà là c'est compliqué, donc voilà. Moi j'ai fait autre chose pour apprécier enfin pour savoir s'il y avait une hypertension portale. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai fait une fibroscopie. Je lui ai fait une fibroscopie et Alors qu'elle était enceinte? ouais, Ok. ouais, ça a Mais pas posé de sans problème. anesthésie. Sans anesthésie, Ah, d'accord. tranquille, un lundi matin. Et donc il n'y avait pas de varices. Et le bilan biologique, tu as appelé pour savoir s'il y avait d'autres éléments sur le profil du bilan biologique, autre chose, je sais pas, des schizocides, des trucs comme ça? Alors, moi, j'en étais là, j'étais embêtée parce que je me suis dit, si elle a le virus, l'hypertension portale est reliée au virus de l'hépatite B, il va falloir la traiter. Mais toutes ces discordances, c'était un peu bizarre. Donc, en fait, je l'ai envoyée à l'hôpital, en médecine interne. Et donc, en médecine interne, ils ont décliné les étiologies de l'anémie hémolytique, la splénomégalie, etc. Et donc, le bilan était négatif avec une TSH normale, des FAN positifs mais sans spécificité, un COUPS négatif, le plomb, le cuivre, tout ça, tout normal. Et elle a un déficit partiel en G6PD. Les sérologies de Ricketts. Il y a une question, je crois. Sur le plan vasculaire, est-ce qu'il y a des données? Est-ce qu'il y a eu un échodoppler, par exemple? Des veines hépatiques? C'est normal. Donc voilà, donc en médecine interne, ils ont mis en évidence qu'il y avait un déficit partiel en G6PD. Et puis, ils ont fait toute une batterie de sérologie, dont la rickettsiose, la fièvre Q, les griffes du chat, la leishmaniose, la syphilis, la bilharziose, toutes négatives. Oui. Oui, mais là, on est dans un bilan d'anémie, on n'est plus en hépatologie. Parce que. Ah bah, bon, là moi je dis. Accoucher, un jour, elle va accoucher, il va peut-être falloir traiter son VHB pour revenir à l'hépato. Oui, alors le problème c'était de savoir de relier la thrombopénie et cette grosse rate au virus de l'hépatite B. Donc là, moi je dis, il y a pas de. Il n'y a pas d'argument pour. Le bilan hépatique est normal. Il y a autre chose. Mais elle va accoucher, elle a 51 000 plaquettes. Donc le gynécologue, il est pas très chaud là. Il est inquiet. Donc il est inquiet, il voudrait bien avoir un diagnostic quand même. Donc toutes les sérologies là sont négatives, sauf une. Sauf une qui est positive. Que je vous ai pas mis là. Eh oui. Voilà, donc bravo, c'est du palu. Ils ont fait en plus de tout ce bilan-là un frottis qui a montré la présence de trophozoïdes de Plasmodium falciparum, une goutte épaisse qui était positive et une sérologie paluste fortement positive avec des IgG au plafond puisqu'ils étaient à 16 384 UI. Donc je vous ai mis c'est moins beau que les diapos de tout à l'heure sur l'anapathe du foie, mais dans le petit carré là-bas, c'est un frottis avec le Plasmodium falciparum qui est coloré en rouge par la coloration de Giemsa. Alors, si j'avais mieux
interrogé mon malade, j'aurais peut-être fait le diagnostic un peu plus tôt. En fait, quand on la reprend en consultation et qu'on l'interroge, on s'aperçoit qu'elle a fait des crises répétées de palu, avec des crises fréquentes, à peu près 3 à 4 par an, qui sont décrites sans gravité et qui sont résolutives sous traitement oral simple. Alors, le traitement oral simple, on ne sait pas très bien ce que c'est, parce que en Afrique, quand ils ont le palu, ils vont... ce qu'ils appellent la pharmacie, ils disent j'ai le palu, on leur donne des comprimés et puis voilà, et c'est fini. Elle dit que l'utilisation des moustiquaires est difficile là-bas. Et comme elle est allergique à la quinine, elle n'a pas pris de quinine, ça on est sûr. Et le dernier excès palustre est en mai 2020, c'est-à-dire 6 mois avant que je la voie. Moi aussi j'ai du mal avec les diapositives. Alors le diagnostic qui a été porté chez cette patiente est un diagnostic c'est une forme assez rare de palu. C'est une splénomégalie palustre hyperactive qui est en fait un emballement anormal du système immunitaire et de la rate au cours d'infections répétées par le palu. Donc le diagnostic de splénomégalie palustre hyperactive avec un déficit en G6PD. Et chez cette patiente qui est antigène HBS positive, on revient au foie, une infection VHB antigène HBE négatif probable. Elle est traitée par Malarone et tout rentre dans l'ordre et le frottis est négatif. Je ne la traite pas pour le VHB puisqu'elle n'a pas les critères, on va y revenir après. Et la grossesse se passe bien et elle accouche par voie basse d'un petit garçon qui fait 3 kg 100. Donc, pour revenir à notre virus de l'hépatite B, chez la femme enceinte qui présente un antigène HBS positif, le traitement pendant la grossesse se décide sur la charge virale AM6. Si celle-ci est supérieure à 200 000 unités, on traite la patiente par ténofovir que l'on doit poursuivre les 3 mois après l'accouchement. Bien sûr, il faudra envisager la sérovaccination chez le nouveau-né dans les 12 premières heures de la vie. Et puis, il faudra réévaluer la patiente pour son virus après l'accouchement. Alors, je réévalue la patiente après l'accouchement. Et donc, je la revois en octobre dernier. J'ai des transaminases qui sont... Il y a une question ? Oui, ici, là-haut. Par rapport au téno, là, après l'accouchement, je voulais savoir si elle allait, est-ce qu'il faut le continuer? Oui, on peut continuer, il n'y a pas de contre-indication, parce que le bébé de toute façon a été sévro-vacciné avec des immunoglobulines plus la vaccination contre le B, et donc il n'y a pas de problème. Et il faut le continuer jusqu'à la fin de l'allaitement? Jusqu'à la fin de l'allaitement, non, c'est 3 mois. Ok. 3 mois après l'accouchement, pour éviter les réactivations. Donc je la revois donc en octobre, c'est pas fini mon histoire. Les transaminases sont toujours normales pendant les 6 mois avec 3 dosages. L'ADN diminue puisqu'on était à 24 000, on est passé à 5 000 en mars, 3 047 en août et puis en octobre quand je la revois elle est à 210 unités internationales. Là elle a un fibroscan qui est à 6,2. Mais les plaquettes ont du mal à remonter. Normalement, dans la splénomégalie palustre hyperactive, les plaquettes et donc l'hyperspinisme doit diminuer une fois qu'on a traité le palu. Donc là, elle passe de 60, 70, 91 000. Et donc, du coup, j'ai un coup de fil des internistes qui disent « Dis donc, ta patiente, là, ça va pas du tout. Elle a les plaquettes qui remontent pas. T'es vraiment sûr que il n'y a pas... une hypertension portale chez cette patiente due au virus de l'hépatite B. J'ai pas la main douce comme Solange. Alors donc se pose de revoir le diagnostic. J'arrive pas à les passer.
S'il vous plaît. Ah, c'est Voilà. bien. Donc se pose le diagnostic posé initialement entre une infection chronique due au virus de l'hépatite B antigène HBe négatif ou une véritable hépatite. Donc je me suis aidée je vous rappelle juste la définition de l'infection chronique due au virus de l'hépatite B antigène HBe négatif, ce qu'on appelait dans l'ancienne vie le porteur inactif. C'est chez les patients qui sont antigène HBs positif, un anticorps anti-HBe négatif et un anticorps anti-HBe positif, des transaminases strictement normales avec un ADN inférieur à 2000 qui doit être dosé tous les 3 mois pendant 1 an. Alors, il y a une acceptation du taux d'ADN jusqu'à 20 000, parce qu'il y a des vrais porteurs sains qui ont un taux un peu plus élevé que 2000, situé entre 2000 et 20 000 unités internationales. Et puis, chez ces patients, il n'y a pas de lésion nécrotico-inflammatoire ou de fibrose, donc le fibroscan doit être inférieur à 6. Bien sûr, ces critères-là ne sont valables que s'il n'y a pas de co-infection delta due au virus de l'hépatite C ou HIV. En fait, le diagnostic dans la vraie vie, quand on voit les malades en consultation, est pas facile entre l'infection chronique et l'hépatite chronique antigène HBe négatif, parce que souvent il y a des fluctuations des transaminases et il y a des fluctuations aussi de la charge virale. Donc, comment faire pour faire le diagnostic? L'idée, c'est qu'on peut s'aider de la quantification de l'antigène HBs. Qui, dans le cas de l'infection chronique, est inférieur à 1000 unités par millilitre. Il y a 2 études il y a plusieurs études, mais je vous en ai sélectionné 2. Une en 2016 qui a montré que chez les gens qui sont antigènes HBs, qui ont un antigène HBs inférieur à 1000 avec un ADN inférieur à 2000, la réactivation du virus de l'hépatite B survient chez seulement 3% des malades après 3 ans de suivi. L'autre étude montre que chez les patients qui ont un antigène HBs inférieur à 1000, un ADN toujours inférieur à 2000, des transaminases strictement normales pendant 1 an et un fibroscan inférieur à 6,2, l'identification des infections chroniques a une sensibilité de 96% et une valeur prédictive de 100%. Donc je pense que dans ce cas-là, vraiment la quantification de l'antigène HBs est important. C'est un dosage qui est simple, qui est remboursé par la sécurité sociale et qui est facile à faire. Donc chez notre malade, j'ai fait la quantification et elle est inférieure à 1000, elle est à 779. Donc du coup, j'ai confirmé le diagnostic auprès des internistes en leur disant, écoutez, moi, ils voulaient que je fasse une biopsie avec des prises de pression. J'ai écouté, ça me paraît un peu excessif. Là, elle va bien, elle est en bon état général. Tous les critères sont en faveur d'une infection chronique. Donc, on attend et on voit. Voilà. Donc, je vous dirai la suite l'année prochaine. Non. Ouais. La rate, entre-temps, elle a diminué de volume ou pas? Alors, la rate, je sais pas, parce que moi, je l'ai vue fin octobre, et je lui ai demandé de faire une écho, et j'ai pas les résultats encore. Mais l'idée, c'est qu'effectivement, la rate doit diminuer de volume. Michel, tu peux parler vraiment d'allergie à la chloroquine? C'est le déficit en G6PD qui crée le. Alors, c'est la chloroquine est contre-indiquée dans les déficits en G6PD. C'est pas vraiment un mécanisme d'allergie. Alors, elle décrit un phénomène allergique avec des boutons, un prurite, etc. La quinine, dans le déficit en G6PD, ça donne une hémolyse. Et c'est un déficit partiel, donc c'est pas le déficit en G6PD, c'est un déficit, c'est une maladie congénitale qui est portée sur le chromosome X. Donc elle a un déficit partiel, donc elle a un seul gène, un seul chromosome qui est atteint, et donc l'expression de l'hémolyse est moins importante que si chez l'homme qui est porteur du déficit prend de la quinine, par exemple. Là, il va y avoir une vraie hémolyse. Là, c'est
un peu, enfin, je sais pas. Elle dit qu'elle a des boutons, un érythème, etc. Après, juste un petit mot sur le paludisme, si vous voulez bien. C'est transmis par le moustique qui est le vecteur du parasite, qui est l'anophèle femelle, plusieurs types de plasmodium, dont le falciparum qui est le plus fréquent et le plus grave. Je vous ai mis le petit schéma du cycle du parasite. Je ne vais pas vous le refaire entièrement, mais c'était juste pour vous montrer que le foie a un rôle important dans ce cycle parasitaire, puisque c'est le premier organe où il y a une multiplication du parasite. Le parasite rentre par la peau avec la piqûre du moustique et colonise le foie par les vaisseaux. Il pénètre dans les hépatocytes, il se multiplie dans les hépatocytes, et là, au bout d'un certain temps, il y a une lyse de la cellule, et le parasite est déversé dans la circulation sanguine. Dans le foie, il y a aussi un deuxième mécanisme, c'est qu'il peut y avoir des formes latentes qui restent dans l'hépatocyte, c'est avec le vivax et l'ovalé, qui peuvent rester dans le foie sous forme d'hypnozoïtes et qui peuvent réactiver 2 à 4 ans après la primo-invasion en fait. Donc vraiment le foie c'est important pour ce parasite. Et puis le deuxième lieu de multiplication, c'est le globule rouge, où le parasite pénètre dans le globule rouge, se multiplie, change de forme et entraîne une hémolyse. Et après il est repris par le moustique lors d'une nouvelle piqûre. Alors, le paludisme, comme vous le savez, c'est dans les zones tropicales. 90% des cas sont décrits en Afrique subsaharienne. En Europe, ce sont les cas dits d'importation, c'est-à-dire les migrants ou les voyageurs ou les expatriés. Et il y a quand même 5500 cas décrits en France. La France est le pays industrialisé qui a le plus de cas de palud par an. Donc évidemment, moi je travaille dans le 93, donc on aura forcément plus de cas de paludisme dans le 93 qu'à Bourgoin-Jallieu par exemple. Différentes manifestations cliniques. Au cours de la première piqûre, ça entraîne une fièvre, céphalée, myalgie, mais aussi des troubles digestifs. Donc il faut y penser au retour d'un pays de forte endémie, avec des vomissements et une diarrhée. L'accès palustre typique, c'est quand il y a une rechute de la maladie, quand le malade a été maltraité la première fois, ou pas traité du tout, avec des accès de fièvre qui surviennent tous les 2 à 3 jours, avec des frissons, sueurs, la splénomégalie et l'anémie hémolytique. Des formes graves surviennent avec le falciparum et notamment des atteintes cérébrales qui peuvent être mortelles si l'infection n'est pas traitée. Donc le portage asymptomatique survient chez des gens qui habitent en région très endémique et qui ont une immunité acquise. Et puis les rechutes tardives, comme je vous ai dit, à cause de la forme latente qui reste dans l'hépatocyte. Notre patiente, elle a fait un cas de splénomégalie palustre hyperactive. C'est extrêmement rare. En fait, c'est la réponse immunitaire anormale du système immunitaire et de la rate après une exposition répétée aux parasites. Ça survient chez des adultes vivants ou ayant vécu en zone d'endémie. Et ça associe une splénomégalie qui peut être plus ou moins douloureuse, une altération de l'état général, une fièvre modérée ou intermittente ou pas, et bien sûr une anémie hémolytique. Et le diagnostic, c'est sur le frottis sanguin, la goutte épaisse et la sérologie palustre avec un taux élevé d'IgG. Un mot sur la splénomégalie. La splénomégalie est souvent, pour nous, elle est de découverte fortuite lors d'une échographie. Et on est bien embêté parce qu'il y a une multiplicité et une grande diversité des causes.
On peut s'aider d'un interrogatoire et d'un examen clinique soigneux. Et bien sûr, le principe de base, c'est qu'une splénomégalie est toujours pathologique. On s'aidera de l'histoire familiale, d'un séjour en pays d'endémie, une profession à risque, des animaux, par exemple la présence de chats, les facteurs de risque HIV, etc. On peut s'aider aussi sur l'examen clinique en recherchant des manifestations cutanées ou des muqueuses qui vont nous orienter vers un lupus, un purpura, une syphilis ou une sarcoïdose. Alors là, je vous ai mis des photos de lésions cutanées de la syphilis. Ça, c'est un autre de mes patients qui est venu me voir pour des troubles digestifs et qui m'a dit c'est rigolo, docteur, j'ai des petites taches cuivrées sur la plante des pieds. Et moi, j'ai pas fait tout à fait attention. J'ai dit allez voir le dermato. Et puis le dermato, il a fait le diagnostic de syphilis. Et si moi j'avais prêté une attention un peu plus particulière à ça, j'aurais fait le diagnostic un peu plus rapidement. On s'aidera aussi de recherche d'adénopathie, d'hypertension portale. Et quelques examens biologiques simples pour orienter le diagnostic, une numération, un bilan hépatique, un bilan d'hémolyse, recherche d'un syndrome inflammatoire et puis une imagerie, et selon le contexte, des examens plus poussés. Les étiologies de la splénomégalie, je ne vais pas tout vous les refaire, c'est la question d'internat, mais juste 4 grands groupes. Le contexte infectieux qui oriente vers une maladie bactérienne parasitaire comme chez notre patient ou virale. Le contexte inflammatoire qui permet d'orienter vers une maladie inflammatoire. L'hypertension portale, ça c'est notre matière de tous les jours, avec que ça soit un bloc supra, infra ou intra-hépatique. Et puis le 4e grand groupe, c'est toutes les hémopathies malignes et les hémolyses. Donc en fait, vous voyez qu'avec le bilan que je vous ai donné avant, on peut déjà cerner un de ces grands groupes et faire un diagnostic plus rapide. Les maladies de surcharge, c'est exceptionnel. On va les oublier. Donc, en conclusion, je dirais qu'il faut penser au paludisme chez les migrants et chez les voyageurs. Le traitement pendant la grossesse par tenofovir doit être basé sur la charge virale qui est supérieure à 200 000 unités internationales par millilitre pendant le 3e trimestre de la grossesse et les poursuivre les 3 mois qui suivent. Puis, il faut réévaluer le malade. Il faut s'aider de la quantification de l'antigène HBS quand le diagnostic d'infection chronique antigène HBe est négatif. Et puis, une splénomégalie est toujours pathologique. L'étiologie est parfois difficile, mais les infections bactériennes, virales, parasitaires, l'hypertension portale et les hémopathies sont les étiologies les plus fréquentes. Je vous remercie. Merci.